Une révolution a ceci de particulier et de différent de ce qu'on appelle une révolte, que il n'y a jamais de révolution sans conscience révolutionnaire. J'appelle conscience révolutionnaire cette fusion de millions de personnes qui, au lieu de regarder leurs intérêts nombrilistes, catégoriels, visent un seul objectif, c'est la destruction du système d'oppression et sur les ruines de ce système, l'édification d'un système plus juste qui permet à tous de s'instruire, de se nourrir, de se soigner, d'avoir l'hygiène, la santé et tout ça. Ça s'appelle la grille des besoins vitaux de l'humanité. Il n'y a pas de révolution sans une insurrection. Car l'insurrection marque ce qu'on peut appeler l'irruption du peuple dans l'espace public pour signifier sa colère et son envie d'en découdre. Comme vous le savez, lorsque des êtres humains sont confrontés à une situation d'injustice, il en est des êtres humains comme des peuples. Il y a le moment où on prend conscience de cette injustice. C'est ce que j'appelle la conscience révolutionnaire. Il y a le moment où on se mobilise pour matérialiser, signifier sa colère. C'est ce que j'appelle l'insurrection populaire. Pour autant que ça émane du peuple. Et la troisième chose, c'est sur la base de cette colère, il y a ceux qui font une analyse concrète de la situation concrète, qui ne peut être qu'une analyse systémique, c'est-à-dire l'étude du système à partir duquel on opprime. Parce que les hommes passent et trépassent, les systèmes durent et perdurent. Voilà pourquoi, qu'on le veuille ou non, Faure Gnassingbé va mourir. Je ne le souhaite pas. Parce qu'il aura échappé au jugement de l'histoire. Il doit être déféré devant un tribunal pour haute trahison et forfaiture vis-à-vis de son peuple. Mais s'il lui arrivait de mourir dans son palais, celui qui viendra, nous ne l'avons pas préparé pour qu'il change le système. On ne l'a pas préparé pour qu'il change le système. Or, l'Occident a déjà préparé son successeur. Mais je ne vais pas donner son nom ce soir. Oui. Rick Miller, le fils. Bon, donc, le problème qui est posé ici, c'est que s'il n'y a pas l'émergence d'une avant-garde éclairée qui étudie toutes les variables de cette révolution, la révolution reste dans la spontanéité et dans l'émotion. Elle se cantonne au stade de ce qu'on peut appeler l'expression de la colère et par conséquent l'insurrection sans commandement. Donc, le commandement, c'est ce qui permet d'identifier la nature de cette révolution. Troisièmement, l'avant-garde éclairée ne peut pas
ne pas sombrer dans la dictature s'il n'y a pas un contrôle du peuple. L'exercice de ce contrôle du peuple sur cette direction qui a émergé au sein du processus, c'est ça qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les comités de défense de la révolution, les CDR. C'est ça qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les comités populaires de défense de la révolution. Parce que ce sont ces comités qui permettent à ceux qui ont émergé dans le cadre de cette avant-garde de ne pas se retourner contre le peuple une fois qu'ils auront été achetés. En d'autres termes encore, c'est la vigilance des comités de défense de la révolution qui permettent de voir si la révolution est toujours dans la direction qu'elle s'était donnée. Mais les comités de défense de la révolution ne peuvent pas agir efficacement s'il n'y a pas un maillage du territoire. Donc depuis les villages, depuis les villes, les quartiers, les régions, tout doit être contrôlé. Ce qui fait que ceux qui veulent détruire la révolution ne peuvent pas trouver des alliés facilement. Parce que ceux qui défendent réellement la révolution, ce n'est pas les organes comme les CDR, c'est le peuple en armes. C'est le peuple en armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le peuple qui est mobilisé et qui sait se défendre les armes à la main face à ce que j'appelle les nervis de l'impérialisme. Donc, le peuple en armes ne peut pas orienter ses armes contre les ennemis de la révolution si le peuple n'a pas reçu une formation militaire. Donc la véritable armée d'un pays, ce n'est pas un corps qui retourne les armes contre le peuple, comme c'est le cas en Afrique, mais c'est le peuple en armes lui-même. Mais le peuple en armes n'est pas seulement un groupe homogène. Dans le peuple en armes, il y a des groupes et des classes sociales qui se déterminent et se positionnent par rapport à ce qu'on appelle la division du travail et les rapports sociaux de production. Donc, il existe la paysannerie pauvre. La paysannerie pauvre, c'est la force motrice de la révolution parce que c'est elle qui a été expropriée. C'est elle qui produit les monocultures d'exportation, le coton, le café, le cacao, qui sur le prix du marché mondial est totalement déprécié. Tandis que ce qui leur permet d'avoir une sécurité alimentaire, à savoir les cultures vivrières, ne sont pas produites. Donc le peuple est affamé, alors même que le peuple produit en abondance. Voilà pourquoi Sankara nous a dit que ce n'est pas le prolétariat qui n'existe pas au Burkina Faso. Les dogmatiques disent que le prolétariat doit diriger même quand il n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est la paysannerie pauvre. Oui, c'est ça. Deuxièmement, la paysannerie pauvre est également sous l'emprise et le contrôle des chefs traditionnels. Or, l'Occident a démantelé nos royaumes et a mis à la place des chefs coutumiers qui sont à sa solde. Mais il y a aussi des chefs coutumiers qui refusent de renoncer à la tradition. Parce que la tradition étant la chaîne ininterrompue de toutes les innovations, elle est également le bouclier qui permet de défendre la culture populaire. Ceux qui ont la culture européenne ne sont pas autre chose que des acculturés et des migrants de l'esprit. Mais les véritables tenants de la culture, c'est la culture populaire, ce sont les paysans. Voilà pourquoi l'Occident a toujours tout fait pour que les paysans ne soient pas alphabétisés dans leur langue. La seule chose qu'on fait dans leur langue, c'est la Bible.
et le Coran. Donc cela veut dire que la paysannerie a une alliée objective. Cette alliée objective, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, ça veut dire les villes. Les villes, ceux qui sont dans les villes, ceux qui sont à Ouagadougou, ceux qui sont à Cotonou, qui touchent 40 000 CFA, alors qu'ils sont professeurs. Donc leur niveau de vie étant ce qu'il est, ils sont les laissés pour compte du système. Mais il y a dedans deux types. Il y a la bourgeoisie comprador et il y a les intellectuels occidentalisés. Les détenteurs de certificats d'aliénation académique et que Kérékou appelait les intellectuels tarés. Donc, ces gens de nègres, il faut savoir une chose. C'est que eux, ils sont coiffés par ce qu'on appelle maintenant les évolués qui sont dans la coopération. Coopération avec la France. Donc cette coopération comporte deux volets. La coopération technique, c'est pour ça qu'il y a des accords de coopération dont les clauses secrètes sont inconnues des nègres mêmes. Et il y a aussi la coopération culturelle, c'est-à-dire la francophonie, le centre culturel français, qui est le seul lieu où on peut faire de la culture, c'est-à-dire du folklore nègre. Et ce genre de négraille que les locodèmes encouragent, avec des pièces de théâtre où les nègres jouent aux zouaves. Je dis bien, les nègres jouent aux zouaves. Et depuis, ils ont une prédisposition pour zouaver les nègres. Donc, quel est le problème? Je n'ai pas parlé des kémites. Quel est le problème? Le problème, c'est que ceux qui sont dans les gouvernements font tout sauf tenir le gouvernement. Eux, ils sont des commis et des commissionnaires qui exécutent en tant qu'exécutants la feuille de route venue de Paris, de Washington et de toutes les autres capitales. C'est ça qu'on appelle nos dirigeants, alors qu'on ne les a jamais élus, on dit nos dirigeants. On ne les connaît pas. Fort Gnassingbé, son vrai nom, c'est Fraude Gnassingbé. Personne ne l'a jamais élu, tout le monde sait ça. Et lui, il est le premier à le savoir. Donc, quel est le problème maintenant? C'est que il ne peut pas faire la révolution si les mentalités qui sont frappées du sceau, du conservatisme, c'est-à-dire que l'Occident a dit à tous les Noirs que c'est le blanc qui détient la technologie. Pour que l'Afrique s'en sorte, il faut un transfert de technologie. Et ce transfert ne peut se faire que du nord vers le sud. L'inverse n'est pas possible. Donc, pour les Africains qui ne croient pas à Allah, c'est-à-dire qui ne croient pas au mirage du sauveur mystérieux, vous voyez, qui ne croient pas en Jésus de Nazareth, le juif de Galilée, qui ne croient pas en Moïse, qui ne croient pas au grand architecte de l'univers. Ces gens-là, ils attendent seulement la cour des perpétuels miracles. Et quand bien même, ils sont pauvres, ils sont dans les difficultés les plus extrêmes. Ils sont comme quelqu'un qui danse sur le cratère d'un volcan en éruption. Donc le problème des nègres, c'est que les nègres, du fait des mentalités rétrogrades, je vais même plus loin. Sankara a plus aucun enfant qui va faire du boy à la maison.
tous les enfants doivent être scolarisés. Eh bien, les gens ont dit non. L'empereur de Mossi dit que lui, il a les enfants qui sont avec